Il faisait rire, rêver ou réfléchir la France, mais derrière les projecteurs, il menait un combat invisible. Voici 12 stars françaises, emportées trop tôt par le sida. Leur talent était immense, leur fin souvent silencieuse. Aujourd'hui, on brise le tabou. Un génie de la comédie musicale à la française, emporté dans le silence, Jacques Demy reste l'un des plus grands réalisateurs français du XXe siècle. Avec des films comme Les Parapluies de Cherbourg 1964 et Les Demoiselles de Rochefort 1967, il a su marier le réalisme social au merveilleux des comédies musicales hollywoodiennes, tout en préservant une identité profondément française. Sa collaboration avec Michel Legrand à la musique et Catherine Deneuve à l'écran a marqué toute une génération. Mais derrière la magie colorée de ses films, Demy cachait une douleur profonde. Atteint du sida dans les années 1980, il choisit de garder sa maladie secrète jusqu'à la fin. Il meurt en 1990, officiellement d'un cancer. Ce n'est qu'en 2008, près de 2 décennies plus tard, que son épouse, la réalisatrice Agnès Varda, révèle dans son documentaire Les plages d'Agnès que Jacques Demy était en réalité mort du sida. Ce silence était révélateur de l'époque. Dans les années 80, le sida était encore tabou, entouré de honte et de stigmatisation, y compris dans le milieu du cinéma. En rompant ce silence, Agnès Varda a offert à son mari non seulement une vérité posthume, mais aussi un hommage poignant à l'homme et à l'artiste qu'il était, soulignant à quel point même les plus grands pouvaient souffrir en silence. Jacques Demy, c'est un cinéma de l'enchantement, mais aussi une fin marquée par le poids du non-dit. Une étoile montante fauchée trop tôt par le sida? Rémi Laurent était l'un de ces visages qui ont marqué la comédie française des années 70 et 80. Jeune, charmant, au sourire éclatant, il est surtout connu pour son rôle inoubliable dans La Cage aux Folles 1978, où il interprétait Laurent, le fils du couple formé par Renato et Albin. Ce film, devenu culte, abordait avec humour et tendresse les thématiques de l'homosexualité à une époque où cela restait encore tabou. Son succès international aurait pu lancer une grande carrière. Mais derrière cette ascension, Rémi Laurent était un homme discret, presque effacé en dehors des projecteurs. Alors que sa carrière semblait prête à décoller, il est brutalement frappé par la maladie. En pleine épidémie de sida, il contracte le virus dans les années 80, à une époque où les traitements étaient quasi inexistants et où le sujet était entouré de peur et de silence. Il décède en 1989, à seulement 32 ans, emporté par les complications liées au sida. Sa mort choque et attriste ceux qui l'avaient connu, car il incarnait la jeunesse, la légèreté et une certaine insouciance. Il partageait sa vie avec Anne Caudry, une actrice également emportée par le sida 2 ans plus tard. Rémi Laurent, c'est le symbole d'un talent éclatant stoppé net, d'une génération sacrifiée, et d'un combat silencieux mené dans l'ombre des projecteurs. Une actrice sensible et libre, disparue dans l'ombre du sida, Anne Caudry était une actrice singulière, révélée dans les années 80 par le cinéma d'auteur. Elle avait ce regard à la fois fragile et intense, qui captait la caméra sans jamais surjouer. On la retrouve notamment dans Les Enfants 1985 de Marguerite Duras et dans plusieurs films de Jacques Doyon, où elle incarne souvent des jeunes femmes écorchées, entières, vivant leurs émotions à fleur de peau. Compagne de Rémi Laurent, elle partage avec lui non seulement une histoire d'amour, mais aussi une destinée tragique. Après sa mort en 1989, Anne Caudry continue de lutter contre la maladie, mais elle est elle aussi touchée par le virus du sida. À l'époque, l'accès aux soins reste limité, et les malades sont souvent marginalisés, y compris dans les milieux artistiques. Elle s'éteint en 1991, à seulement 34 ans, dans un quasi-anonymat, loin des caméras et des hommages. Sa disparition, comme celle de Rémi Laurent, symbolise la violence de l'épidémie du sida sur une génération entière d'artistes prometteurs, souvent oubliés car morts trop jeunes, trop tôt. Anne Caudry, c'est une présence délicate, une actrice libre, fauchée par le silence d'une époque où le sida était encore une condamnation muette. Le génie comique des nuls, emporté trop vite par le sida? Bruno Carrette faisait partie de ces comédiens qui marquent une époque. Cofondateur du légendaire groupe Les Nuls, aux côtés d'Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Farrugia, il a révolutionné l'humour télévisé français à la fin des années 1980. Leur émission culte, Objectif, Nul, diffusée sur Canal+, mêlait science-fiction, absurdité et satire dans un style totalement inédit à la télévision française.
Carrette y brillait par ses mimiques, son sens du rythme et ses personnages loufoques, comme le capitaine Cavernator ou le professeur Corbignou. Il incarnait une fraîcheur comique et un talent naturel qui promettait une carrière exceptionnelle. Pourtant, en pleine ascension, Bruno est brutalement frappé par la maladie. Il contracte une infection foudroyante liée au sida, encore tabou à l'époque. Il meurt le 8 décembre 1989, à seulement 33 ans, laissant ses compagnons dévastés et le public sous le choc. La nouvelle de sa mort est d'abord entourée de silence. Ce n'est que plus tard que le lien avec le sida est évoqué. Sa disparition marque la première grande perte du groupe Les Nuls, qui ne s'en relèveront jamais tout à fait. Bruno Carrette, c'est le rire coupé en plein vol, une promesse de génie comique emportée par une maladie que l'on taisait. Sa mort reste un traumatisme pour toute une génération de téléspectateurs. L'artiste incandescent des Nuits Fauves, emporté 3 jours avant la consécration Cyril Collard, était un artiste complet, écrivain, acteur, musicien, mais surtout réalisateur. Avec son film Les Nuits Fauves 1992, il crée un choc dans le paysage cinématographique français. Inspiré de sa propre vie, ce film bouleversant suit un homme bisexuel séropositif, perdu entre passion, culpabilité et quête de sens. Brut, cru, poétique. Le film fait exploser les tabous, notamment autour de la bisexualité, du sida et de la marginalité. Collard ne cache rien, il est séropositif et il l'assume publiquement dans ses livres et ses interviews. Il devient alors l'un des premiers artistes français à briser le silence sur la maladie, à une époque où les malades sont encore souvent pointés du doigt ou réduits au silence. En 1993, Les Nuits Fauves est nommé au César dans plusieurs catégories. Mais Cyril Collard meurt le 5 mars 1993, 3 jours avant la cérémonie, à seulement 35 ans, des suites du sida. Posthume, son film recevra 4 Césars, dont celui du meilleur film. Cyril Collard, c'est la rage de vivre, l'urgence de créer, et le courage de dire l'indicible. Il est devenu un symbole tragique, mais lumineux, de la génération touchée par le sida. Une génération qui criait encore « Je veux vivre », même au bord du gouffre. Un talent discret du théâtre classique, emporté par le sida dans la dignité, Éric Doy était un acteur de théâtre respecté, passionné par les grands textes classiques et reconnu pour sa présence scénique intense et subtile. Il faisait partie des comédiens de la Comédie Française, ce temple du théâtre français, où il s'était imposé par son jeu sensible, intelligent et profondément humain. Contrairement à d'autres acteurs médiatisés, Éric Doy était moins connu du grand public, mais très estimé dans le milieu théâtral. Il abordait ses rôles avec rigueur et profondeur, et ses partenaires saluaient sa générosité sur scène comme en coulisses. Il incarnait cette noblesse discrète du comédien de troupe, amoureux des mots, des silences et de la justesse. Mais dans les années 1990, il est touché par le virus du sida, alors que la maladie continue de ravager le monde artistique. Malgré la douleur et l'affaiblissement, Éric Doy continue de jouer le plus longtemps possible. Il meurt en 1996 à Montpellier, à seulement 40 ans, dans une relative indifférence médiatique. Éric Doy, c'est le symbole d'une génération d'artistes oubliés du grand écran, mais indispensables à la scène. Sa mort rappelle que le sida n'a pas épargné le théâtre, et qu'il a aussi emporté ses acteurs de l'ombre, qui donnaient vie à la beauté des mots chaque soir, sans jamais chercher la lumière. L'imitateur vedette des années 80, mort à 34 ans dans un silence pesant, Thierry Le Luron était une véritable star de la télévision française dans les années 70 et 80. Imitateur de génie, il incarnait avec audace et brio les grandes figures politiques et médiatiques de l'époque, Giscard, Mitterrand, Coluche, Mireille Mathieu. Aucun n'échappait à son regard acéré. Il alliait esprit mordant, élégance scénique et une précision vocale rare. À la télévision comme sur scène, il était partout, adulé pour son talent hors norme. Mais à partir de 1985, son apparence commence à changer. Amaigri, affaibli, il se fait plus discret. Officiellement, il est atteint d'un cancer des cordes vocales, une version répétée dans les médias. Pourtant, en coulisses, beaucoup soupçonnent une autre réalité. Thierry Le Luron est malade du sida, un sujet encore extrêmement tabou à l'époque, surtout pour une personnalité aussi célèbre. Il meurt le 13 novembre 1986, à seulement 34 ans. Son décès suscite une immense émotion nationale. Mais aucune mention du sida n'est faite publiquement.
Il faudra attendre des années pour que cette vérité soit évoquée plus clairement. Son compagnon de l'époque, Jean-Claude Brialy, évoquera plus tard cette époque de non-dit, de peur et de solitude. Thierry Le Luron, c'est un génie de l'imitation, une figure incontournable de l'humour français, mais aussi l'un des symboles de cette génération emportée dans un climat de silence, de honte et de tabou autour du sida. Un rire immense qui s'est éteint trop tôt, dans un silence pesant. La plume la plus libre de la critique cinématographique, vaincue par le sida, Serge Danet n'était pas acteur, mais son influence sur le cinéma français est immense. Critique, penseur, intellectuel radical, il a été une figure emblématique des cahiers du cinéma, qu'il a rejoint dans les années 60, avant d'en devenir rédacteur en chef dans les années 70. Il défendait un cinéma exigeant, engagé, refusant les compromis commerciaux. Il a ensuite poursuivi son travail de critique dans Libération, où il a marqué une nouvelle génération de cinéphiles par la beauté de son écriture et la profondeur de ses analyses. Serge Danet n'était pas seulement un critique, c'était un philosophe du regard, obsédé par la manière dont le monde se donne à voir à travers les images. Ses textes sont devenus des références majeures pour penser le rapport entre l'image, le spectateur et la politique. Dans les années 1980, il apprend qu'il est atteint du sida, mais ne cesse pas d'écrire. Jusqu'au bout, il reste fidèle à sa passion du cinéma. Son dernier grand entretien, publié en 1992 sous le titre Persévérance, est un bouleversant testament spirituel, une méditation lucide sur la maladie, le corps et la disparition. Il meurt en juin 1992, à 47 ans, laissant un vide immense dans le monde de la critique cinématographique. Serge Danet, c'est la voix d'un cinéma libre, critique et vivant. Emporté par le sida, il a su transformer sa fin de vie en un dernier acte d'écriture, profond, lumineux et désespérément humain. Le dramaturge du silence et de l'absence, frappé de plein fouet par le sida, Jean-Luc Lagarce est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands auteurs de théâtre français contemporain, mais de son vivant, son œuvre n'avait pas encore rencontré la reconnaissance publique qu'elle méritait. Son écriture, à la fois intime, répétitive, presque musicale, explore les non-dits, la famille, la solitude et la mort. Des thématiques devenues d'autant plus poignantes qu'il les écrivait en étant lui-même confronté à une fin prématurée. Lagarce apprend qu'il est séropositif à la fin des années 80. Il décide de continuer à écrire avec une intensité redoublée. Il écrit dans l'urgence, dans la conscience aiguë du temps qui lui reste. C'est dans ce contexte qu'il compose son œuvre la plus célèbre, Juste la fin du monde, une pièce bouleversante dans laquelle un homme retourne dans sa famille pour leur annoncer sa mort prochaine, sans jamais parvenir à le faire. Cette pièce, comme beaucoup d'autres, ne sera reconnue à sa juste valeur qu'après sa mort. Jean-Luc Lagarce meurt en septembre 1995, à 38 ans, des suites du sida. Il laisse derrière lui une œuvre immense, aujourd'hui jouée dans le monde entier, traduite dans plusieurs langues et étudiée dans les écoles. Jean-Luc Lagarce, c'est la voix d'un homme confronté à sa propre disparition, qui a su transformer la douleur en art et faire du silence un langage universel. Il est devenu, à titre posthume, l'un des visages littéraires de la mémoire du sida en France. Le dramaturge révolté, fauché par le sida à l'apogée de sa création, Bernard-Marie Coltet est une figure majeure du théâtre contemporain, reconnu pour sa langue dense, poétique et violente, et pour ses pièces qui sont de la solitude, l'exclusion, le colonialisme et les rapports de pouvoir. Ses œuvres comme Combat de nègres et de chiens, Dans la solitude des champs de coton, ou encore Roberto Zucco, ont révolutionné la scène théâtrale des années 1980 par leur modernité fulgurante et leur regard brutal sur le monde. Coltet était un homme de l'ombre, discret, farouchement indépendant, et ouvertement homosexuel à une époque où cela restait encore marginalisé dans de nombreux milieux. Il a beaucoup voyagé, en Afrique, en Amérique latine, aux États-Unis, et ses pièces sont traversées par ces expériences, mettant souvent en scène des personnages en rupture, confrontés à l'injustice et à la marginalité. Dans les années 80, il apprend qu'il est atteint du sida, mais refuse la posture de la victime. Il continue à écrire avec une urgence féroce, comme si chaque phrase pouvait être la dernière. Il meurt le 15 avril 1989, à 41 ans, alors qu'il venait d'achever son chef-d'œuvre ultime, Roberto Zucco, une pièce inspirée d'un fait divers, qui ne sera montée qu'après sa mort. Bernard-Marie Coltet, c'est un théâtre du cri, de la tension, du face-à-face.
Il a fait du verbe une arme, du silence une menace, et de la maladie une épreuve muette. Emporté par le sida, il reste l'un des dramaturges les plus puissants et les plus joués du théâtre français contemporain. L'écrivain du corps, de la maladie et de la vérité nue, Hervé Guibert était un écrivain, photographe et journaliste français dont l'œuvre a profondément marqué la littérature des années 80 et 90. Il écrivait avec une précision clinique et une intensité crue, abordant sans filtre la sexualité, la mort, la chair et l'intimité. Son style, à la fois poétique et brutal, faisait de lui un chroniqueur du réel, souvent dérangeant, mais toujours sincère. Diagnostiqué séropositif à la fin des années 1980, Guibert choisit de ne pas se taire. En 1990, il publie un livre choc, « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », dans lequel il raconte sa maladie, ses espoirs, ses désillusions, et la trahison d'un ami médecin. Ce livre, qui rencontre un immense retentissement, brise un tabou. Pour la première fois en France, un auteur connu raconte frontalement son combat contre le sida. Jusqu'à la fin, il continue d'écrire, de filmer, de se photographier. Il se met lui-même en scène dans La pudeur ou l'impudeur, un journal filmé poignant, tourné chez lui, où l'on voit son corps décliner, jour après jour, mais aussi sa volonté farouche de rester vivant à travers l'art. Hervé Guibert meurt le 27 décembre 1991, à seulement 36 ans. Il laisse derrière lui une œuvre littéraire dense, courageuse et déchirante. Hervé Guibert, c'est la voix nue de la douleur et de la vérité. Il a transformé la honte en parole, le sida en littérature, et la mort en une dernière performance bouleversante. Un écrivain qui, jusqu'à la fin, a osé tout montrer, même l'invisible. Le penseur radical du pouvoir et du corps, mort dans le silence du sida, Michel Foucault est sans doute l'un des plus grands intellectuels français du XXe siècle. Philosophe, historien des idées, théoricien du pouvoir et de la sexualité, il a révolutionné la pensée contemporaine avec des œuvres majeures comme Surveiller et punir, Les mots et les choses, ou encore Histoire de la sexualité. Son travail a profondément influencé des disciplines entières, sociologie, psychologie, littérature, sciences politiques. Foucault était un homme de pensée radicale, mais aussi un explorateur du corps et des marges. Installé aux États-Unis dans les années 1980, il fréquente les milieux gays underground de San Francisco, tout en poursuivant ses recherches sur le biopouvoir, la manière dont les sociétés contrôlent les corps, la santé, la sexualité. En 1984, il tombe gravement malade. Officiellement, sa mort est attribuée à une septicémie consécutive à une maladie neurologique. Mais très vite, la rumeur enfle, Foucault serait mort du sida, ce que ses proches confirment plus tard. À l'époque, le sujet est hautement tabou, et aucune déclaration publique n'est faite sur sa séropositivité. Il meurt le 25 juin 1984, à 57 ans, dans le silence. Sa disparition, sans mention du sida, choque une partie du monde intellectuel et médical. En réaction, Daniel Defer, son compagnon, fonde l'association AID, première grande organisation française de lutte contre le VIH. Une manière de transformer la perte en combat et le silence en mobilisation. Michel Foucault, c'est l'ironie tragique d'un penseur qui avait analysé les rapports entre pouvoir et maladie, avant de devenir lui-même victime du silence et de la stigmatisation qu'il dénonçait. Sa mort marque à la fois la fin d'un intellectuel majeur et le début d'une lutte historique contre le sida. Le sida a emporté ses artistes dans le silence, mais leurs œuvres, elles, continuent de vivre. En les évoquant aujourd'hui, on leur rend hommage, et on rappelle que derrière chaque nom, chaque visage, il y avait un être humain, un combat, une histoire. N'oublions jamais. Si cette vidéo vous a touché, pensez à liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres histoires oubliées du cinéma et de la culture française.